Monsieur le Président, cher Alain Rochon, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans cette belle ville. Mesdames et Messieurs les députés, et je sais que vous êtes nombreux, Madame la sénatrice, Monsieur le défenseur des droits, cher Jacques Toubon, Madame la présidente de la CNSA, chère Marianne Monchamp, Mesdames et Messieurs les directeurs d'administration, Monsieur le directeur général de l'APF, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de saluer Monsieur le député Bertha, ici présente, car j'étais très heureuse de soutenir votre projet de loi, passé en première lecture. Oui, certes, il reste encore le Sénat, mais qui ouvre vraiment des perspectives sur l'amélioration de la prestation de compensation et surtout qui lève cette barrière d'âge de 75 ans qui était demandée depuis de nombreuses années par les associations. Vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à ce congrès de l'APF France Handicap, dont je sais l'importance à double titre. D'abord, parce que l'APF n'organise que tous les 5 ou 6 ans, je crois, ces événements exceptionnels. Ce sera donc le seul de ce quinquennat. Ensuite, parce que c'est le premier que vous portez sous ce nouveau label d'APS France Handicap et qu'il vous aura permis d'approuver votre nouveau projet associatif au terme d'une démarche de co-construction de près de 8 mois. Je sais l'importance et le caractère structurant de ces moments. Je suis heureuse que vous m'ayez permis d'y être associée et de saluer la vitalité démocratique de votre mouvement. Si je choisis d'être avec vous aujourd'hui, comme je l'étais à Lille il y a peu pour le congrès de l'UNAPI, à Lorient hier pour celui de la FNAT et à Narbonne ce matin pour celui de la Page, c'est que je suis très attachée à nourrir des échanges directs avec les personnes handicapées et les associations qui les représentent, ceux-là même qui maillent les territoires pour entretenir du lien entre les personnes et développer des solutions d'accompagnement au quotidien. Depuis la constitution du gouvernement, auquel le président de la République et le Premier ministre m'ont fait l'honneur de me nommer, ma feuille de route est claire sur ses objectifs et sa méthode. Construire une société inclusive qui fasse pleinement sa place à tous, changer le regard sur le handicap, construire avec les personnes, mobiliser l'ensemble des acteurs, notamment les collectivités locales avec lesquelles nous partageons la responsabilité de cette politique. Je sais que c'est une vision et une ambition que nous partageons complètement avec l'APF France Handicap, au-delà de la critique, toujours constructive, dont un mouvement militant tel que le vôtre est nécessairement porteur pour bousculer nos lenteurs et accélérer la construction de ce parcours inclusif de la petite enfance à l'avancée en âge. Vous savez aussi que cette transformation sociétale, car c'est bien de cela dont il s'agit, ne se décrète pas. Il s'agit pour moi, il s'agit pour nous de convaincre tous les jours que c'est à tous les niveaux de la société que nous devons transformer l'ambition en action. Alors, Monsieur le Président, votre constat, je le partage. Les Français ne font pas encore leur place, toute leur place aux personnes handicapées. Cette transformation, elle est donc urgente. Et je ne le ferai pas seule. L'État ne peut pas faire seul. Comme le rappelait le président de la République, présent en cette même ville il y a tout juste une semaine. Je le fais avec vous et j'ai besoin de vous, représentants de la société civile, pour convaincre. Vous qui êtes les meilleurs ambassadeurs de la cause des personnes handicapées, comme je l'ai expérimenté pendant de très longues années à vos côtés, en tant que militante d'une association, en tant que parent d'une jeune fille handicapée d'abord, puis d'un collectif et d'une fédération pour l'insertion et la scolarisation des jeunes handicapés, tout type de handicap. Oui, notre travail complémentaire est indispensable pour relayer l'ambition que je porte aujourd'hui au nom de l'État, auprès du Premier ministre, celle d'une société réellement inclusive, à notre portée. Je compterai d'ailleurs sur vous tous pour vous mobiliser dans vos territoires, dans le cadre du grand débat sur la société inclusive que je souhaite faire vivre au second semestre pour renouer avec l'ambition originelle de la Conférence nationale du handicap
et susciter ainsi un large échange sur les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées. Aujourd'hui, force est de constater, et il faut le rappeler, que les 46 milliards qui sont dédiés à cette politique n'est pas assez efficient pour être ressenti par tous comme honorable. Ce sera bien sûr le lieu pour revenir sur les enjeux de l'accessibilité, de la compensation et comment nous y travaillerons de manière beaucoup plus efficiente pour faire progresser l'autonomie et l'inclusion des personnes. À côté de votre force de plaidoyer, et elle est certaine, indéniable, dont vous venez encore de me donner la mesure, Monsieur le Président, j'ai aussi besoin de vous pour continuer de me faire partager vos réalités de personnes et celles des territoires où vous œuvrez en faveur de l'amélioration du quotidien des personnes. J'ai besoin de vos propositions d'amélioration des réponses existantes, issues de l'observation concrète de ce qui marche et devrait être mieux soutenu. Il nous faut travailler beaucoup plus à l'essaimage des bonnes pratiques. J'ai besoin de votre engagement au quotidien, parce que vous êtes militant et gestionnaire. J'ai besoin de cette transformation, parce que c'est vous qui devez la faire, transformation de l'accompagnement des personnes, pour continuer d'innover et d'inventer aux côtés des personnes. Et tout à l'heure, en visitant le village, j'ai pu voir que cette innovation est dans votre ADN. Le temps des congrès est le lieu idéal pour ces échanges. C'est donc avec un grand plaisir que j'ai accepté votre invitation, Monsieur le Président. C'est une transformation d'ampleur, probablement encore de long terme qui nous engage, mais sur laquelle il est indispensable d'avancer résolument pour bâtir des victoires rapides, tant nous savons que les besoins sont importants et notre temps administratif et politique insupportable pour les personnes concernées. Il est essentiel dans ce contexte de prendre le temps d'une vision d'ensemble de tout ce que nous avons engagé ensemble dans l'action pour rendre possible dès maintenant ce parcours inclusif auquel nous sommes attachés. À la crèche d'abord, dans laquelle nous souhaitons renforcer l'accueil des tout-petits en situation de handicap pour leur permettre de bénéficier pleinement, ainsi que leurs parents, de ce cadre d'échange, de développement, puisque les professionnels, c'est aussi un lieu de repérage, puisque les professionnels de la petite enfance sont pleinement des professionnels du développement de l'enfant et peuvent jouer un rôle précieux pour alerter et permettre l'intervention précoce, comme identifié dans le cadre de la stratégie autisme. Avec Agnès Buzyn, je travaille à l'inscription dans la Convention d'objectifs et de gestion qui doit être très prochainement conclue avec la CNAF, à un véritable bonus inclusion. La présidente de la CAF, Isabelle Sancerni, qui m'accueillait récemment dans son conseil d'administration, a fait du handicap la priorité de son mandat. Je suis confiante aussi sur le fait que nous puissions avancer sur le même bonus inclusion pour l'accueil de loisirs, afin de développer résolument l'accueil inclusif dont les enfants ont tant besoin, autant que leurs parents. L'école ensuite. Oui, vous avez rappelé le caractère prioritaire de ce chantier, auquel, en effet, je suis particulièrement attachée. Avec Jean-Michel Blanquer, nous voulons des avancées très concrètes pour faciliter la scolarisation, la réussite éducative du plus grand nombre et des vrais parcours de scolarisation. Oui, je pense que l'abaissement de la scolarisation obligatoire dès 3 ans va constituer un levier majeur pour renforcer cette intégration scolaire des plus jeunes, ce d'autant plus qu'elle sera soutenue, notamment par le triplement des unités d'enseignement maternel dans le cadre de la stratégie pour l'autisme au sein des troubles neurodéveloppementaux dévoilée par le Premier ministre le 6 avril dernier. Oui, nous allons construire un véritable parcours de réussite accompagné par les moyens conjugués du ministère de l'Éducation nationale, enseignants référents, les dispositifs ULIS, mais surtout ceux du médico-social. Les développements des CESAD au sein de l'école. L'école inclusive de demain, c'est la vraie coopération au sein des murs de l'école de la République. Développement, nous allons aussi développer massivement la formation des enseignants au travers la refonte d'une plateforme ressources qui sera opérationnelle dans le courant de l'année 2019. L'accès aux qualifications et le soutien à l'insertion professionnelle constituent également un autre de mes chantiers majeurs qui me mobilise en lien notamment avec Muriel Pénicaud. Je me permets de m'y attarder, puisque vous avez rappelé vous-même les chiffres inacceptables du chômage des personnes en situation de handicap. Plus de 30 ans après la loi qui a instauré l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le gouvernement est donc le sujet est d'actualité,
avec l'adoption en première lecture ce mardi du projet de loi pour la liberté de choisir son parcours professionnel. Il comporte de nombreuses avancées. Laissez-moi vous en citer quelques-unes. D'abord, un débat public sur le handicap, tous les 5 ans, afin de mesurer l'impact des mesures prises et réviser, si besoin, le taux désormais minimal de 6% d'emploi des travailleurs handicapés. Un deuxième point très important, la mise en place d'un plan de développement des compétences doté de 15 milliards d'euros au profit de 2 millions de jeunes et de demandeurs d'emploi très éloignés du marché du travail, y compris les personnes handicapées, et ce pour améliorer leur accès au marché du travail. La mobilisation de mesures d'accompagnement renforcées vers l'emploi, en particulier via l'apprentissage, et vous avez souligné l'importance de donner du sens pour le devenir de nos jeunes. Nous créons un référent handicap dans chaque CFA et surtout une prime majorée pour la formation des apprentis handicapés. L'élargissement de l'ouverture des portes des entreprises aux personnes handicapées pour multiplier les rencontres et les expériences professionnelles. Comme vous l'avez demandé vous-même lors de nos concertations avec les organisations syndicales, patronales et les associations représentatives des personnes handicapées, et l'APF a été force de proposition. Les stages, les périodes d'immersion, les contrats aidés, l'alternance, l'intérim seront pris en compte dans le calcul de l'obligation d'emploi avec un décret qui précisera le cadre de cette valorisation. C'est cette rencontre que nous voulons valoriser. La mobilisation de tous les employeurs, y compris les plus petits, autour de l'emploi des travailleurs handicapés, par l'instauration d'une obligation de déclarer, y compris pour ceux de moins de 20 salariés. Tous concernés, tous mobilisés, nous devons savoir où sont les travailleurs handicapés. Les TPE, aujourd'hui, emploient déjà plus de 80 000 travailleurs handicapés. Nous devons pouvoir mesurer leurs progrès. Elles ne contribueront qu'au-delà de 20 salariés. Le retour à un État exemplaire. C'était une forte demande des associations. Au travers de son premier employeur, l'Éducation nationale, en mettant fin à la suppression du plafonnement des dépenses d'accompagnement des élèves handicapés, qui l'exonérait totalement de sa contribution. C'était quelque chose de totalement scandaleux. Nous voilà revenus comme État exemplaire. La fiabilisation des déclarations des entreprises, au travers leur intégration dans la déclaration sociale nominative, qui sera contrôlée par le réseau des URSSAF. La mobilisation accrue des acteurs du secteur protégé et adapté, ESAT et entreprises adaptées, en ce qu'ils contribuent, et vous l'avez raison, à construire les parcours professionnels de plus de 135 000 personnes, qu'ils accompagnent, développent des formules innovantes de mise en situation professionnelle et structurent les passerelles vers le milieu ordinaire. Nous valoriserons en déduction de la contribution. Le renforcement de l'effet levier du dialogue social dans l'entreprise, en limitant à 3 ans, renouvelable une fois, la durée des accords agréés par lesquels les employeurs aujourd'hui s'exonèrent de la mutualisation de leurs contributions. Et enfin, l'engagement d'un travail de révision des 36 métiers exonérés de la contribution, les fameux ECAP, dans la perspective de leur suppression en concertation avec les branches professionnelles. Les estimations de la direction statistique du ministère du Travail sont éloquentes. Ces mesures doivent générer un potentiel de 100 000 emplois supplémentaires pour les personnes handicapées, en hausse de 20% par rapport à l'obligation actuelle. C'est massif. En complément, la loi prévoit l'ouverture du chantier relatif à nos outils et services d'accompagnement des personnes et des employeurs. Il est urgent, tant chacun se plaint du maquis de nos dispositifs et de la difficulté à s'y repérer. Il sera engagé dans les prochaines semaines avec l'appui des services ministériels en charge de la transformation publique et je sais compter sur vous pour y participer activement et être force de proposition. Il s'appuiera notamment sur les propositions qui m'ont été remises mardi par Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, au titre de sa mission relative à la sécurisation des parcours et à la préservation des aidants. Les conclusions de ce cycle de travail pourront être inscrites, si besoin, par voie d'ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, au travers de mesures visant à redéfinir les missions, l'organisation et les financements des acteurs du champ de la politique de l'emploi. Je veux aussi insister, Monsieur le Président, sur un point de méthode, commun à tous ces chantiers, la recherche de la simplification. Il est intolérable que le parcours de vie des personnes soit encore si souvent un parcours du combattant.
qu'elles aient le sentiment d'avoir à se battre contre les services qui ont été créés pour les soutenir et les accompagner. Je veux souligner en ce domaine qu'un grand pas vient d'être engagé au travers de la mission conduite par le député Adrien Taquet et le conseiller économique et social Jean-François Serre. Les conclusions de cette mission, réunies dans le rapport « Plus simple la vie », plus de 10 000 contributions, ont été présentées au Premier ministre le 26 mai. Ces propositions, plus d'une centaine, ont été construites à partir des besoins et de l'expérience des personnes pour bâtir des solutions collectives, décloisonnées et simplifiées. La mise en œuvre opérationnelle de ces mesures doit bien sûr faire encore l'objet d'un travail d'instruction des services, puis de concertation avec les associations. Parmi ces propositions, je souhaite notamment avancer sur l'ouverture le plus possible de droits longs et même de droits à vie. Cessons de demander aux personnes et aux familles de justifier et de devoir prouver continuellement leur situation de handicap qui, malheureusement, pour beaucoup, n'évolueront pas positivement. Parmi ces droits allongés, il doit y avoir celui de l'AH1, comme le propose le rapport Taquet-Serre. Vous m'avez interpellé sur la question des ressources et les difficultés que rencontrent des personnes. C'est précisément au regard de ces situations que le gouvernement a décidé d'investir massivement plus de 2,5 milliards sur le quinquennat dans la revalorisation de l'allocation adulte handicapé. Plus de 850 000 personnes seront pleinement bénéficiaires des 2 revalorisations exceptionnelles qui vont permettre de porter l'AAH à 900 € par mois d'ici novembre 2019. Cette augmentation d'une ampleur inégalée va représenter l'équivalent d'un 13e mois pour les personnes concernées. Vous pointez le fait que tous n'en bénéficieront pas de la même manière. C'est vrai, car tous n'ont pas les mêmes revenus. C'est inhérent à une prestation complexe telle que l'AAH, dont l'APF compte une vraie spécialiste en la personne de Véronique Bustrel, qui a largement contribué à notre chantier emploi, que de s'ajuster au plus près des ressources des personnes et la composition de leur foyer. Oui, le gouvernement a fait le choix, dans un environnement budgétaire très contraint, de stabiliser le plafond de calcul pour les couples à 1 600 €. Oui, je veux rappeler que ce niveau est supérieur au seuil de la pauvreté. Notre objectif est clair. Dans un contexte où le gouvernement est pleinement mobilisé pour la préparation d'une nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, sur lequel le président de la République s'est exprimé dans cette ville même, soutenir le plus possible ceux qui en ont le plus besoin, par un soutien monétaire, certes, mais surtout par un soutien dans l'accompagnement ensuite. Je veux insister aussi sur la philosophie qui porte les propositions de la mission Taquet et Serre et que je partage pleinement. Notre action doit viser à recréer la confiance. Confiance des personnes envers les institutions qui leur garantissent des droits effectifs, des droits réels et non plus formels. Confiance des institutions envers les personnes pour rompre avec la surévaluation, la suradministration permanente qui embolise les structures et épuise les personnes et leurs aidants. C'est un changement de paradigme. Pour beaucoup, je souhaite en faire ma priorité. Parlons de confiance. J'en suis consciente aussi que cette confiance entre vous et nous a été altérée par les récentes dispositions de la stratégie Élan, sur laquelle nous avons à mieux expliquer. Je comprends vos inquiétudes et même votre émotion sur le sujet de l'accessibilité. Comme vous devez le savoir, je travaille très étroitement avec Jacques Mézard et Julien de Normandie sur cette notion d'évolutivité prévue dans le projet de loi. Je veux le redire, à la suite des propos du ministre lors de la récente discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale, nous travaillons de façon ordonnée. Ce projet n'a pas vocation à contenir des normes qui ne sont pas de niveau législatif. Mais je veux aussi vous assurer que nous continuons, et quand je dis nous, c'est les associations qui sont présentes, car, Monsieur le Président, vous êtes autour de la table sur ces discussions, avec le ministre de la Cohésion des Territoires, sur des dispositions réglementaires qui vont permettre d'avancer. Je viens de parler de la notion d'évolutivité qui maintient strictement inchangés les fondamentaux, à savoir, toute personne en fauteuil roulant pourra rendre visite à chaque appartement, depuis les parties communes jusqu'au salon et dans les toilettes. Mais que dire si aucun ascenseur n'est là pour desservir cet appartement? Le vrai levier pour rendre notre société accessible est d'abaisser le niveau réglementaire de l'ascenseur. Et donc, je veux vous dire que nous étudions aussi ce sujet et que les discussions que nous avons engagées avec les parties prenantes, y compris les ascensoristes,
que j'ai rencontrés avec Julien Denormandie très récemment me rendent optimiste. J'avance sur ce dossier qui est loin d'être clos. Je suis totalement mobilisée et je ferai des propositions au Premier ministre dans les tout prochains jours. Les concertations que nous avons engagées ensemble sur tous ces chantiers, de l'école, de l'emploi, du logement, nous l'ont démontré s'il était besoin. La co-construction est indispensable dans l'intérêt des personnes handicapées, celui des professionnels de l'accompagnement et celui des employeurs. J'ai entendu, Monsieur le Président, que vous vous interrogiez sur les conditions de cette co-construction avec la société civile et les représentants des personnes et leurs familles. Vos représentants m'ont parfois interpellé sur des choix de méthode. Il existe plusieurs instances qui peuvent apparaître parfois concurrentes. Celle que reconnaît la loi, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui compte plus de 120 membres de tous horizons, celle dans laquelle se reconnaissent les grandes associations, dont la vôtre, le comité d'entente, d'autres consultatives comme le Conseil économique, social et environnemental qui constitue la 3e chambre nationale de représentation de la société civile. Je veux vous dire que je suis très ouverte à l'ensemble des propositions dont vous pourriez être porteur pour permettre de définir le mieux, encore mieux, une méthode d'articulation et de co-construction la plus efficiente possible. Je veux vous dire que je souhaite pour ma part poursuivre dans l'ensemble des champs d'action ministériels, comme le facilite le positionnement de mon secrétariat d'État auprès du Premier ministre et comme le gouvernement, dans sa globalité, en a pris l'engagement lors du comité interministériel du handicap du 20 septembre dernier. Le CIH sera à nouveau réuni à la rentrée par le Premier ministre pour mesurer les progrès, vérifier l'impact de nos réformes. Soyez certains de ma détermination pour avancer avec vous et pour vous. Soyez convaincus de ce que nous avons à construire ensemble et à communiquer ensemble en direction de l'ensemble de la société pour laquelle nous avons un devoir absolu de rendre davantage visibles les compétences et les aptitudes, les envies, les besoins et les attentes des personnes. Pour entrer pleinement dans une société inclusive qui protège et qui émancipe, qui accompagne et qui rend possible. Je veux reprendre votre interpellation, Président Rochon. C'est bien ensemble que nous pouvons réussir. Nous avons 4 ans devant nous au travail. Merci.